Bon, eh bien, je vais faire le plus court possible, je vous jure. Mais je suis très heureux que Valérie et David aient fait le déplacement. Valérie, on a eu des chemins séparés liés à des histoires collectives. Mais je crois qu'on a besoin, pour reconquérir un jour le cœur de nos compatriotes et surtout leur raison, c'est qu'on se retrouve ensemble. Et c'est cette démarche-là qu'on a bien envie d'entreprendre ensemble, comme on a envie de l'entreprendre avec David et avec bien d'autres. Moi, je ne me résous pas à l'idée que demain, on va disparaître. Parce qu'on n'est quand même pas très loin de tout cela si on veut bien y réfléchir un peu. Et donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier Madame et Monsieur Bourbonne, parce que chaque année, ils nous accueillent dans leur magnifique manoir. Je vois que vous avez un peu froid, Madame Bourbonne. La prochaine fois, je ne vous offrirai pas un bouquet, mais je vous offrirai un bon tricot Saint-James fait avec de la laine issue des moutons de Normandie. On commence à relancer ça avec l'Avranchin, donc on doit pouvoir faire quelque chose. David, merci mille fois pour ta présence. Je ne vais pas refaire l'apologie qu'a fait Thomas pendant une demi-heure, mais juste te dire qu'on a besoin de discours nouveaux, on a besoin de visages nouveaux. Il ne faut pas faire de jeunisme dans cette histoire, je le dis parce que les années passent, parce qu'il ne faut jamais oublier cette nouvelle, si tu ne la connais pas bien, de Buzzati, le cas, où des jeunes courent après des vieux. C'est une nouvelle très sombre, et puis à la fin de la nouvelle, les jeunes tout d'un coup se retournent et voient qu'on court derrière eux parce qu'ils ont vieilli et qu'ils ont blanchi. Donc, je vous le dis, et je le disais tout à l'heure à Nathalie qui est partie aussi, députée européenne qui était là, je disais, tu sais, moi j'ai le sentiment, voir Nathalie, j'ai le sentiment d'être meilleur aujourd'hui que je n'étais il y a 10 ans ou 15 ans parce que j'ai de l'expérience, parce que je crois mieux comprendre quels sont les grands ressorts fondamentaux du pays et qu'on évite bien des erreurs. Donc il faut ce mariage entre l'expérience, l'énergie et aussi des visages et des voix nouvelles capables de porter un message. Merci pour ta présence. Et je vais être très court parce que sinon on va y passer 3 plombes. J'avais écrit plein de trucs, j'avais envie de vous parler de plein de sujets. Bon. Comme on va bientôt, vous allez, vous les Républicains, je ne suis pas membre des Républicains, mais ce qui se passe chez les Républicains me concerne au premier plan parce qu'on est élus ensemble en général. Bon. Et qu'on a fait campagne aux présidentielles et aux législatives ensemble avec le succès qu'on connaît. Bon. Mais reconnaissez tout de même que tout ça s'est fait alors qu'on a gagné toutes les élections locales et les élections intermédiaires. C'est-à-dire que jamais en Normandie, la droite et le centre n'ont fait de tels scores aux élections régionales. Jamais nous n'avons gagné autant dans les départements. Et jamais nous n'avons pris une telle raclée au moment des élections présidentielles et législatives. Alors il y a quelques survivants comme Jérôme parce qu'ils font un boulot absolument exceptionnel. Mais mesdames et messieurs, si on veut bien regarder les choses, il y a toute une partie de nos compatriotes auxquels on ne parle plus du tout. On est sur des logiciels et des schémas qui sont des schémas des années 80. Grosso modo, je disais tout à l'heure cela au journaliste du Figaro qui est présent, je disais en clair, on n'a pas du tout renouvelé notre discours politique depuis, j'allais dire, l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est à peu près la même chose. Il y a eu des choses formidables qui ont été faites, et Valérie, tu as bien fait de rappeler cette grande transformation, ce grand moment systémique qui a été le Grenelle de l'environnement. Et comment il a été bâti, non pas dans un système descendant à brut venant du haut, mais par un grand travail de reconstruction. Je me souviens, j'étais au gouvernement avec Jean-Louis à l'époque, je me disais, il nous l'a fait de travers, mais au bout du compte, il l'a réussi. Ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. À l'unanimité. Bien, mais reconnaissez tout de même, je crois, je ne sais plus si c'est Joël ou David, c'est Joël qui l'a dit, mais nous ne parlons plus du tout à une partie de nos compatriotes. Est-ce que la droite et le centre ou le centre-droit parlent à la France urbaine? Plus du tout. Joël Bruno est à peu près une exception en la matière.
Sur 97, je crois, députés d'Île-de-France, nous n'avons plus que 4 députés. Combien avons-nous de députés issus des zones métropolitaines et urbaines? Quasiment aucun. Nous ne parlons plus, mesdames et messieurs, à la France des quartiers. Pas du tout. On est incapable, alors qu'on devrait au contraire être en capacité de porter un message et un discours au nom de l'égalité des chances que nous défendons tous les jours. Est-ce que nous parlons à la France de la mondialisation, à la France du digital? Je ne suis pas convaincu que beaucoup de nos compatriotes entendent le discours qui peut être le nôtre sur ces sujets. Mais pire encore, on ne parle pas à la France des ouvriers, des employés. Et pourtant, on est capable de le faire. Quand, David, chaque année, nous faisons un sondage avec l'IFOP sur les intentions de vote régionales, sur comment la majorité régionale est reçue en Normandie. Moi, je suis très fier de constater que notre liste est capable de rassembler quasiment un quart du vote ouvrier en Normandie, parce qu'ils ont compris que quand on était de droite et du centre, a priori, on voulait faire en sorte d'être dans un écosystème performant, soutenir l'entreprise, l'innovation, le travail, et qu'au bout du compte, quand on est ouvrier employé, en général, on est attaché au travail et à la reconnaissance du travail, à faire en sorte que ces entreprises soient prospères. On parle à peine, en vérité, Jérôme, même à la France rurale, puisque la France rurale, peut-être toi, parce que toi, tu sais leur parler, mais quand on regarde les résultats au moment des élections législatives, la France rurale, elle entend plutôt des gens qui sont plus à droite que nous. Et donc, mesdames et messieurs, on a un besoin vital, majeur, de reconstruction de notre projet politique parce que la France a totalement changé. J'ai fait une petite liste de changements qui sont... j'ai pris des repères à 30 ans en général. Je ne vais pas tous vous les faire parce que j'en avais pour 3/4 d'heure au moins. Je ne vais pas faire du Lisnard. Mais, bien, je ne parle pas des sujets sociétaux, mais très clairement, la France d'aujourd'hui et celle d'hier, ça n'est pas la même. Je vous rappelle simplement qu'il y a quand même la bagatelle de 25% de familles monoparentales. Premier sujet. Je ne vous parle pas non plus, bien entendu, de Français dont la construction intellectuelle a été radicalement changée par la numérisation. Je vous invite tous à lire ce petit livre de Michel Serres, La petite poussette, qui explique à quel point la numérisation et la digitalisation, ce n'est pas simplement un changement de modèle de société ou un changement d'économie, c'est un changement profond et fondamental de la société tout entière. Deuxième sujet. Souvent, on n'évoque pas la question de la mobilité. On évoque souvent l'idée que les Français ne sont pas mobiles. Et je vous invite à lire, parce que j'ai lu ce livre, La France dans les yeux, durant les vacances. Sauf dans la Manche, d'ailleurs, David. Eh bien, aujourd'hui, il y a 30 ans ou 40 ans, 75% de nos compatriotes mouraient là où ils naissaient. Aujourd'hui, ils sont un tiers. Dans la Manche, ils sont encore 75% à mourir là où ils ont travaillé, tellement ils doivent s'y sentir bien. Mais, et puis parce qu'il y a du boulot aussi. Le temps de vie et bien entendu la construction d'un nouveau modèle pour accompagner cela. Je vous invite à lire ce petit bouquin de Jean Viard, Lettres aux paysans. J'en ai souvent parlé de ce bouquin parce qu'il est très intéressant. Il dit, mais on construit la politique comme si les choses n'avaient pas changé. Mais il dit, mais c'est pas compliqué, on vivait, du temps de mon grand-père, 450 000 heures. On vit aujourd'hui 700 à 800 000 heures. Et quand on vivait 450 000 heures, c'est-à-dire il y a un siècle, on passait 200 000 heures à dormir, 200 000 heures à travailler, et puis le reste, il ne restait pas grand-chose. Je n'évoque pas le fait qu'en général, l'espérance de vie était beaucoup plus courte, donc bien entendu des modèles familiaux très différents de ceux d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on vit 800 000 heures. Demain, grâce à de brillants chercheurs et de brillants universitaires comme Paul Milliez et des brillants urgentistes comme Guy Lefranc. J'ai cité 2 conseillers régionaux d'un coup. Mais
c'est 800 000 heures, mesdames et messieurs. On n'a plus que 100 000 heures dédiées au travail. On ne dort pas plus alors qu'on vit beaucoup plus longtemps. 200 000 heures, 300 000 heures. Il y a toute la période de la fin de vie, mais au bout du compte, il y a entre 250 et 300 000 heures qui sont désormais disponibles pour autre chose que le travail et le sommeil, pour faire court. Est-ce qu'on a pensé nos modèles de société à partir de ça? Je n'évoque pas ce dont a parlé Joël, qui est bien sûr le vieillissement de la population, qui est un phénomène absolument gigantesque. Je n'évoque pas, bien entendu, toute la question du réchauffement climatique, qui, bien entendu, est un combat qu'on doit tous mener, mais comme l'a bien rappelé le président du GIEC normand, c'est d'abord l'urgence de l'adaptation. Il faut lutter contre le réchauffement, mais il faut surtout s'adapter. Est-ce que nous, droite et centre, nous sommes capables de parler de ces questions d'environnement qui, comme le disait Frédéric Dabi, sont des questions centrales, notamment pour les jeunes générations? On a été la première région française à faire un GIEC régional, dire aux Normands, voilà ce que sera la Normandie dans 50 ans. Nous menons des politiques, Hubert, si tu es encore là, sur la biodiversité. Nous avons été précurseurs, par exemple, de la constitution de conservatoire de l'abeille noire. On les a créés à quelques-uns. Désormais, on en avait prévu un par département. On est à 11 conservatoires de l'abeille noire et on permet ainsi de préserver une race qui est une race locale et qui est une race endémique. On a, par exemple, à Quiberville, chez Jean-François Bloch, il est là, Jean-François. Bon, je suis allé pêcher le bouquet chez Jean-François dernièrement. Mais au-delà de ça, la région Normandie est la première région à adapter son trait de côte à la question du réchauffement climatique, sur une expérience qui est une expérience unique en France. Je suis sûr que chacun d'entre nous, on a des tas d'initiatives, sauf qu'au bout du compte, on n'est pas perçu comme étant crédible sur ces questions-là. On n'est même pas crédible sur la question qu'a évoquée David, qui est la question de l'énergie nucléaire, qui est assez ahurissant. Ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, il faudra leur demander des comptes. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Je vous rappelle que nous payions l'année dernière 60 € du mégawattheure, l'électricité, que nous la payons 1 300 € et que nous sommes aujourd'hui importateurs de 25% de nos besoins électriques. Qu'on a bâti des modèles où on a été appelé, où le Parlement a été appelé à voter la fermeture de centrales nucléaires. Nous avons fermé, je vous le rappelle, une usine qui était prête à fonctionner, qui correspondait à 5% de nos besoins électriques nationaux, qui s'appelle Fessenheim, dans laquelle on a investi 600 millions d'euros pour la prolonger de 10 ans, et par posture politicienne, pour faire plaisir à M. Hulot, on a décidé de la fermer. Je vous rappelle que si la loi n'est pas changée, nous devrions fermer dans les 4 prochaines années 5 centrales nucléaires. C'est aujourd'hui le contexte législatif de la France. Aujourd'hui, il nous faut un vaste plan de relance de l'énergie nucléaire, non seulement pour les questions de la production d'énergie décarbonée, non seulement pour la question de la compétitivité de l'économie française, et non seulement aussi pour la question de l'indépendance énergétique et de l'indépendance de notre pays sur un sujet absolument clé qui est la question énergétique. J'ajoute que c'est une question aussi de pouvoir d'achat pour nos compatriotes. Pour vous donner simplement une idée, parce que j'imagine que vous ne le savez pas, la simple facture énergétique de la région pour ces 150 lycées va passer de 30 millions d'euros à 80 millions d'euros en 2023. Vous imaginez ce que ça représentera aussi, non seulement pour les collectivités locales, mais pour nos compatriotes qui ont comme modèle de chauffage un chauffage à base d'électricité. Bref, vous voyez bien que sur tous ces sujets-là, nous ne sommes pas en capacité à bâtir un nouveau projet. Parce que nous avons répété à l'infini le même discours depuis 20 ans. Nos valeurs, on les connaît, liberté, responsabilité,
culture du travail, etc. Mais au bout du compte, à aucun moment, nous n'avons été capables de nous poser et de nous dire on va cesser de faire du marketing politique. On va cesser globalement de réagir ou de surréagir à un sondage. On va cesser simplement de ne pas être dans l'opinion ou le courant du jour. Mais on va se poser et on va arrêter de prendre nos compatriotes pour des consommateurs et on va les prendre pour des citoyens. Et donc on a un besoin majeur de reconstitution totale de notre projet politique. On a besoin d'avoir un grand moment de refondation intellectuelle. On a besoin de se poser avec des sociologues, des démographes, des géographes, des philosophes, des économistes, et avec eux, de dire la France d'aujourd'hui n'est pas celle des années 80, il y a des défis qui ont été évoqués par David, et à partir de là, quel est le projet politique que nous portons avec nos valeurs, avec ce à quoi on croit pour que notre pays aille mieux. Et j'insiste sur un seul sujet, 2 minutes, qui a été évoqué par David, qui est la question de la gouvernance publique. Pourquoi je suis profondément décentralisateur et que je me demande à quel moment nous allons enclencher ou non le processus d'indépendance de la région Normandie. C'est que je suis absolument convaincu que la décentralisation est un facteur de progrès, d'efficacité, parce que nous le montrons tous les jours dans toutes nos politiques, parce que nous démontrons que par la proximité que nous avons avec nos compatriotes, on est capable de porter la transformation. Je vous prends juste un exemple. Nous avons énormément de grands projets industriels, d'énormes projets, qui posent d'ailleurs la question, bien sûr, de la zéro artificialisation nette. Quand on accueille une usine comme Sophie, comme Eastman, 1,2 milliard d'euros d'investissement pour du recyclage de plastique. Quand on accueille une entreprise comme Futuro, toujours dans le même endroit, 700 millions d'euros d'investissement. Quand on accueille le Tesla du véhicule hydrogène, avec 2000 à 2500 emplois, dont 500 chercheurs qui seront du côté de Vernon, il nous faut de l'espace, parce que ces mecs-là, ils ne vont pas arriver en disant on va attendre 4 ans que vous ayez reconverti une friche industrielle, machin, etc. Et j'en profite pour te dire, Valérie, dans le cadre des débats parlementaires, la question de la zéro artificialisation nette, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, ça va provoquer quelque chose de plus grave encore que tout ce que vous avez dit. Cela va provoquer un grand vecteur d'inégalité entre nos compatriotes. Parce que la première conséquence de la zéro artificialisation nette, c'est que le prix du foncier va considérablement augmenter et que tous ceux qui déjà avaient les pires difficultés pour un jour être propriétaires de leur maison et construire ce qu'ils souhaitaient, eh bien, ne pourront plus accéder à la propriété et à la maison individuelle parce que ça sera trop cher. Ça sera trop cher. Et donc, mesdames et messieurs, quand on évoque les questions économiques comme celle-ci, quand on a la chance d'avoir le deuxième EPR à Dieppe, le deuxième EPR à Dieppe, c'est 1200 à 1500 ingénieurs de plus. Quand en même temps, vous avez le carénage, le grand carénage d'une centrale nucléaire, 4 milliards d'investissements, c'est plusieurs centaines d'ingénieurs supplémentaires. Quand vous avez tous ces projets industriels, c'est des centaines d'ingénieurs et de techniciens. Eh bien, vous découvrez que nous sommes, je ne parle pas simplement pour la Normandie, mais pour la totalité de l'enseignement supérieur, dans l'incapacité de fournir ce dont l'économie va avoir besoin dans quelques années. La construction de Penly, c'est 2027 pour la partie liée à ces techniciens et ces ingénieurs. Eh bien, vous réunissez les directeurs de l'enseignement supérieur et vous leur dites, alors, bon, il va falloir augmenter les effectifs. L'enseignement supérieur, c'est une compétence de l'État. Mais si je ne l'avais pas fait moi, en vérité, on va augmenter d'environ 35% le nombre d'ingénieurs formés en Normandie. On ouvre 3 écoles d'ingénieurs, une à Caen, une à Cherbourg, une au Havre, peut-être encore une autre à Dieppe. Eh bien, si
le président de la région, compte tenu des enjeux dans sa région, n'avait pas pris la main sur ce sujet-là, eh bien, mesdames et messieurs, on en serait toujours au même état. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de systèmes efficaces. De systèmes efficaces, c'est-à-dire système où on est capable de mettre les gens autour de la table, de trouver la solution. Et derrière la question de la gouvernance publique, il y a un sujet clé, qui est la question du pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, mesdames et messieurs, si nous avions le même niveau de prélèvement obligatoire que les Allemands, on aurait à peu près 150 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en moins. Si vous divisez par le nombre de Français que nous sommes, c'est 5, 6, alors après ça dépend quel ménage, comment vous le faites, mais c'est 6 à 7 000 euros par ménage en plus. Et la question que nous posent nos compatriotes tous les jours, c'est où va le fric? Il y a 47% pour moi de prélèvements obligatoires, je n'ai pas exactement les mêmes chiffres que toi. Il y a 59% de dépenses publiques, on est les champions du monde. Et au bout du compte, les gens se disent, mais où est l'efficacité de l'action publique? C'est ça le sujet. Et quand vous prenez simplement l'actualité de l'été, à chaque fois, la même question se pose. Vous avez des incendies, on vous dit on n'a pas de Canadair, on a des Canadair qui sont à l'arrêt. On a des faits divers et variés qu'on évoque. La justice dit je manque de moyens. Quand vous regardez la comparaison européenne, on a 10 juges pour 100 000 habitants en France, quand dans des pays comparables aux nôtres, parce qu'après ça dépend des systèmes de droit, on en a 21 pour 100 000 habitants. Si vous continuez sur d'autres sujets, à chaque fois, la même question se pose, mais où va notre argent? J'ai listé des tas de sujets sur lesquels on peut se dire, mais comment on en arrive là? Le logement. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la construction de logements. On n'a jamais aussi peu construit de logements sociaux. On n'a jamais aussi peu construit de logements en globalité. Alors qu'on sait qu'il manque 1 500 000 logements en France. Et que, comme vous le savez, à partir de 2025, on va sortir les logements les plus passoires thermiques du marché locatif, c'est-à-dire les catégories F et G qui vont sortir du marché locatif. Donc c'est 1 million, 1,5 million de logements, c'est une très bonne mesure. Mais au bout du compte, on va avoir une pénurie de logements qui va être absolument considérable. Et sur chaque sujet, la même question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Et donc la question centrale sur laquelle on doit travailler, c'est celle de bâtir une nouvelle gouvernance publique en abordant les questions, en ayant le courage de traiter les sujets. Mais je n'arrive pas, moi, à me résoudre à l'idée que notre pays est appelé au déclin. Je ne crois pas cela. Je pense qu'on a encore tous les ressorts pour réussir au XXIe siècle. Je pense qu'on n'a aucune raison de considérer que le déclin européen, il est définitif. On a montré d'ailleurs quelques capacités de ressort ces derniers temps. Sur la crise ukrainienne, moi j'étais convaincu que les Européens allaient se diviser en quelques semaines. Eh bien, on est restés rassemblés. On a même été capable de défier la Russie en fournissant de l'armement à l'Ukraine. Et à l'époque, et à ce moment-là, nos compatriotes ont découvert ce que toute personne sait, c'est qu'on a des stocks de munitions extrêmement faibles, qui posent toujours la même question, mais où va le fric? Parce qu'au bout du compte, très vite, je ne veux pas vous donner des chiffres qui restent encore un peu secrets, mais il ne vaut mieux pas qu'on se retrouve dans un conflit de haute intensité, parce que ça ne dure pas très longtemps pour nous. Mais au bout du compte, on a en nous tous les moyens de réussir. Moi, je parcours la région du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute l'année. Il y a un nombre d'initiatives, de capacités de développement, d'inventivité, d'adaptation absolument extraordinaire. Il y a simplement le besoin de rebâtir une espérance. Moi, j'ai envie qu'on soit la formation politique qui croit au progrès, qui croit en la science, qui croit que grâce à l'intelligence, on est capable de défier toute une série de difficultés que nous avons. Je
je n'arrive pas à me convaincre de l'idée que le pays qui est le mien, qui m'a permis d'être là où je suis, ne serait pas capable de le faire pour les générations futures. Et derrière tout ça, il y a une question centrale qui est la question de l'éducation. La plus grande des injustices, c'est celle-là, c'est la reproduction sociale à l'infini. Et c'est celle-là qui devrait être le cœur de notre proposition politique. Mais c'est difficile parce qu'il faut affronter des forces qui sont extrêmement résistantes. Mais mesdames et messieurs, comment voulez-vous réussir le défi industriel avec les lycées professionnels qui sont gérés par l'État, qui me demandent à chaque fois que je veux ouvrir une nouvelle formation correspondant à des besoins d'un bassin d'emploi, de me fermer une autre formation ailleurs, parce que tout ça se fait à crédit constant et à effectif constant. Si on a une région dans laquelle l'industrie tient encore sa place, nécessitant des techniciens et des ingénieurs, eh bien, il faut qu'on puisse ouvrir massivement des lycées professionnels. Moi, je constate une chose, c'est que quand on regarde les systèmes éducatifs qui fonctionnent bien, ce sont des systèmes qui sont très profondément décentralisés et souvent qui sont gérés par les collectivités locales. Alors, avant de faire absorber ça par le monde de l'éducation, Benoît, ça ne sera pas forcément évident, mais on ne peut pas rester dans un système comme celui-ci. Je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est terrible. Quand je réunis mes directeurs des écoles d'ingénieurs pour leur dire il faut me former plus d'ingénieurs, je leur dis mais je suis allé voir dernièrement, j'ai vu dernièrement un prof qui m'a dit vous savez les petits Ukrainiens qui sont dans nos écoles, ils ont un niveau de maths nettement supérieur aux petits Français. Je raconte ça et je leur dis mais est-ce que c'est vrai ? Il y avait tous les directeurs des grandes écoles d'ingénieurs de Normandie. Et le patron de l'INSA me dit, mais président, pardon, mais ce n'est pas simplement les petits Ukrainiens. Dans notre école, il y a à peu près 25% d'étudiants étrangers. Vous savez, là, tous ces pays qu'en général on méprise, là, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays du Maghreb, mais ils ont des niveaux de maths nettement supérieurs aux petits Français qui rentrent dans notre école. C'est tout de même assez ahurissant de penser qu'en France, on est aujourd'hui dans un modèle où on a un niveau de mathématiques absolument catastrophique. Mais on peut le comprendre très simplement. C'est que le professeur de mathématiques était une star quand on était au lycée. Aujourd'hui, ce professeur de mathématiques, il n'est plus dans l'éducation nationale. Et donc, on en est arrivé non pas à recruter des profs, mais des personnes qu'on met en face des élèves après un job dating de 30 minutes. C'est ça, la réalité, mesdames et messieurs. Et donc, on a très clairement un sujet clé et central qui est celui de la gouvernance publique et de la construction d'un nouveau modèle en ayant le courage de regarder les choses en face. Et donc, mesdames et messieurs, ce que nous voulons faire avec Valérie et avec David, c'est cela. C'est nous dire, on va éviter de répéter la même chose, on va éviter de considérer que nos compatriotes sont des clients, qui sont simplement des électeurs à qui il faut raconter une messe durant la campagne, mais au contraire, on va les prendre pour des citoyens qui ont envie que leur pays réussisse, parce qu'au fond, au bout du compte, tout le monde pense que notre pays est en capacité de réussir et a envie qu'il réussisse, au moins pour les générations futures. Et c'est ce travail-là que nous allons essayer de mener. C'est pourquoi vraiment, il est temps que nous bâtissions ces assises de la refondation et que nous prenions ce large temps de la réflexion en évitant de considérer que c'est en menant une espèce de course à l'échalote derrière l'extrême droite qu'on va réussir. Oui, les questions d'identification, d'immigration, d'identité, d'immigration, de sécurité sont des sujets clés. Oui, les questions régaliennes sont des sujets clés. Mais il y a surtout besoin de revisiter la totalité de nos projets politiques en ayant en tête que la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France des années 80. Et c'est cela que je voudrais que nous fassions tous ensemble. Je vous remercie.